Monsieur Vali Condé, vous avez été à l'époque très proche du professeur Bano et qui avait déjà fait un gros travail de recensement des bâtiments scolaires. Il a même voulu à un moment donné faire une carte déjà de l'école guinéenne. Oui, voilà. En fait, vous savez, il y a ce qu'on appelle ici la carte scolaire. Oui. Et on doit construire en fonction de cette carte scolaire. Mais qu'est-ce que nous avons constaté en Guinée? Nous avons constaté qu'on a construit des écoles où on n'a pas besoin. On n'a pas construit la carte scolaire. Okay. En fait, il veut dire que la carte scolaire est déséquilibrée en fait. La carte scolaire est déséquilibrée. Oui. On a construit des écoles où on n'a pas besoin. On n'a pas construit là où on a besoin. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes ministre, même si votre village n'a pas besoin de 3 ou 4 salles, à travers vous, on peut construire même le collège, du primaire jusqu'au collège. Il se trouve que la classe, même les classes ne sont pas remplies, il n'y a pas d'élèves. Oui, parce qu'il y a des localités, par exemple, il n'y a pratiquement pas d'élèves et les écoles se ferment, les salles de classe se ferment. Il y a une région en Guinée qui a bénéficié, n'est-ce pas, des avantages des SOS, je parle de la région forestière, où il y a beaucoup d'écoles. Mais il y a des régions où on n'a pas investi, où on n'a pas construit beaucoup d'écoles, telles que la moyenne Guinée et une partie de la haute Guinée. Mais ce qui se passe dans ces deux régions, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles hangars. C'est-à-dire que... C'est par exemple le cas de Tiewere, à l'Elouma par exemple, où ces enfants étudient dans on a une école hangar, avec une seule institutrice qui est d'ailleurs même simplement contractuelle. Donc lorsqu'elle est malade, et c'est souvent le cas, l'école ne peut pas fonctionner. Et le cas de l'Elouma n'est que anecdotique, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas aujourd'hui dans les religions. Dans les régions, par exemple. Nous avons voulu prendre le cas de l'Elouma pour illustrer nos propos et montrer qu'il y a vraiment un besoin d'infrastructures scolaires à l'intérieur du pays. Oui, monsieur en Guinée, de façon générale, on a 10 000 écoles. Mais parmi les 10 000 écoles, je pense qu'on peut compter plus de 1200 écoles hangars. Sur les 10 000 en fait. Sur les 10 000. On peut compter plus de 1200 écoles hangars. Mais ce qu'il faut aussi constater, c'est qu'il y a des écoles hangars qui doivent disparaître et d'autres doivent rester. Les écoles hangars qui doivent disparaître, ce sont des écoles hangars qui n'ont pas la raison d'être. Vous savez, vous pouvez voir une sous-préfecture qui est à 2 km, n'est-ce pas, d'un district. Maintenant, les habitants de ce district-là, ne voulant pas aller étudier dans cette sous-préfecture, préfèrent construire une école hangar. Alors que si c'est 2 km, je pense que l'école hangar là, ne doit pas disparaître. Souvent, ce sont les frictions, hein, les frictions sociales qui font ça. Sociales, non, moi, mon enfant ne doit pas quitter. Oui, mon enfant ne va pas là-bas, ou on ne s'entend pas avec le village X, donc nos enfants n'iront pas étudier là-bas. Aller là-bas. Sinon, c'est l'État qui doit intervenir. L'État doit dire attention. Tous les districts situés à 10 km, n'est-ce pas, de la sous-préfecture, si là il y a une école qui peut accueillir, on doit empêcher, n'est-ce pas, la construction des écoles hangars dans ces localités. Ça, et surtout qu'il n'y a même pas d'enseignants. Surtout qu'il n'y a même pas d'enseignants, surtout qu'il n'y a pas aussi d'élèves. Vous pouvez trouver que l'école, toutes les classes sont vides. Mais l'école hangar existe dans ce district-là. L'école hangar là doit disparaître. Mais il y a des districts donc l'État doit intervenir, demander la disparition de ces écoles-là. Et obliger les élèves de ces districts-là d'aller obligatoirement enseigner, n'est-ce pas, là où il y a la place. C'est intéressant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut aussi dire qu'il y a ces districts-là qui sont situés à 5, 6, 7 km. On ne peut pas dire aux enfants d'aller là-bas. Et dans ces districts, on ne doit pas détruire d'abord ces écoles hangars. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à construire l'école à côté. Dès qu'on finit de construire l'école, n'est-ce pas, on peut détruire maintenant l'école hangar. Parce que ces écoles hangars-là ont leur raison d'être. Mais il faut aussi parce qu'il n'y a pas... On est à défaut de la maman, on se contente de la grand-mère. Il y a un autre fait aussi qu'il faut constater. C'est que dans ces écoles hangars, il y a beaucoup de serpents. Oui, des scorpions, des serpents qui viennent à se... Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut que les enseignants qui enseignent dans ces écoles, avant que les enfants n'accèdent les salles, il faut tout faire d'abord de vérifier s'il n'y a pas de serpents, s'il n'y a pas de scorpions. Oui, mais à la Boussaï, hein, monsieur Mbali connaît, c'est tout beau de le dire dans un studio climatisé et tout. Hein. Mais c'est souvent des écoles qui sont construites. Il y a aussi même un autre de la végétation. Moi, j'ai posé la question là à un enseignant qui enseigne dans une école. J'ai dit, est-ce qu'il dit non, monsieur, au lieu de penser à construire d'abord l'école hangar là, trouvez-moi une toilette à côté. Pourquoi? Parce que quand je vais en brousse, souvent, je me mets à l'aise. Les enfants me surprennent souvent en brousse en train de me mettre à l'aise. C'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que l'enseignant... Pas d'intimité. L'intimité quand même. Là, vous pouvez voir que dans ces villages, il n'y a pas de toilettes. L'enseignant lui-même, pendant qu'il est en train de faire le cours, il est obligé de sortir et aller en brousse. Oui, parce que c'est le moment où les enfants sont concentrés. Et un enfant aussi peut sortir dans le but d'aller se mettre à l'aise. Il va trouver son maître en train de se mettre ou se faire mordre par un serpent, ou même on ne sait jamais, hein, quand il y a des pédophiles ou des personnes de nous demandons alors aux communautés de penser à construire
n'est-ce pas, des toilettes pour les enseignants qui évoluent dans cette localité. Parce que l'enseignant ne veut pas que son élève le surprenne entre les. Oui, mais c'est pourquoi même d'ailleurs dans les établissements, les enseignants et les élèves n'utilisent pas les mêmes installations sanitaires. C'est pour ces raisons. Et mais je vais aussi le dire. Permettez-moi de le dire, parce que si on ne marche pas souvent, on ne peut pas connaître les réalités de la vie. Il y a des gens qui sont jamais de Conakry. Hein? Pour moi, vous savez, je viens comme ça de la moyenne Guinée. Oui. J'ai parcouru une route. Est-ce que je vais reprendre le même chemin? Je me dis non. Entre Kédougou, ça c'est une ville de Sénégal, et Mali-Yaméré. Je vous le dis, c'est une route qui est presque impraticable. Mais j'ai vu que des écoles sur cette route-là, même le fait d'y aller, vous risquez votre vie, tellement que la route est dégradée. C'est-à-dire que étudier n'est même pas un problème d'abord. Mais comment aller? Parce que moi je sais, j'ai dit que si Dieu fait que je regarde Conakry, je fais un jour de jeûne pour Dieu. Tellement que la route était dangereuse. Alhamdoulilah, comme tu es rentré en bon Dieu. Il faut que je le fasse. Parce que je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des régions en Guinée où il était difficile d'y aller. Et les enseignants qui sont dans ces villes, dans ces localités, vraiment je les remercie très bien et je les félicite par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire pour la nation guinéenne. Mais merci beaucoup pour ces enseignants, surtout. Hein. Et moi je pense que, est-ce que vous ne pensez pas quelque part, M. Maoumi, que les communautés, les ressortissants de ces localités-là, parfois aussi peuvent avoir un rôle à jouer? C'est vrai hein, que l'État ne peut pas tout faire. Mais parfois, on a des moyens pour organiser de grands sacrifices ou pour d'autres activités. Mais est-ce que parfois, l'école ne devrait pas devenir la priorité des ressortissants aussi? Oui, est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer? En principe, elle doit être la priorité de tous, mais en premier l'État. Parce que c'est lui qui est chargé bien de conduire la politique éducative dans notre pays. Vous avez dit en principe, hein? En principe. Maintenant, puisque nous sommes dans l'exception, allons dans l'exception. Oui, en interpellant le rôle des ressortissants dans ces communautés-là, il y a quand même à dégager que même les moyens de ces ressortissants peuvent être limités. Parce qu'il y a quand même un aspect, l'aspect infrastructure routière qu'évoquait tout de suite là monsieur Condé. Ce sont des choses qu'il est difficile pour une communauté de prendre en charge parce que même l'État même. C'est extrêmement coûteux. Il évoque le cas de la moyenne Guinée. Moi, il y a quelques années auparavant, j'ai fait le tour de toute la préfecture de Yomo, mais c'est là où j'ai découvert un peu les conditions de vie des citoyens. Et j'ai été jusque dans Kérouané, au fin fond de Kérouané, dans Damaro et Komodou, mais j'ai découvert des situations mais qui sont inacceptables hein, au regard de tout ce que nous avons comme richesse aujourd'hui. Donc il est important aujourd'hui que les fouilles continuent plus lointain, très loin de la capitale pour qu'on sache réellement au niveau communautaire quelles sont les conditions de vie. Je suis d'accord avec vous que les communautés aujourd'hui doivent prendre la chose en main, mais il faut aussi, en le disant, il faut dire que les moyens peuvent être limités. D'abord, l'État doit être devant, et puis après, nous, les communautés vont suivre. Voilà, et donc on va avancer. Mais moi j'ai une dernière question à poser, par exemple, hein, au-delà de ces communautés-là. Est-ce que, souvent on le dit, hein, il ne faudrait pas réfléchir à une évaluation qui tienne compte des réalités, des évaluations nationales? Parce que souvent, on nous demande, les enfants sont évalués sur un pied d'égalité. Alors que les enfants n'étudient pas souvent dans les mêmes conditions. Et parfois, ça pose problème. Chaque année, lorsque les résultats des examens sont proclamés, vous vous rendez bien compte que les grandes agglomérations raflent la mise. Et surtout les écoles privées. Ça prouve que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'école est un droit. Monsieur Mansari. En répondant à cette question, je dirais qu'en Guinée, nous courons derrière l'égalité, mais pas l'équité. Il faut l'équité pour que ces villages les plus reculés puissent en bénéficier des infrastructures scolaires dignes de nom. J'aimerais m'étaler sur 3 points. Premièrement, qui doit construire les écoles? Nous avons participé cette année à une semaine ou à quelques jours de comment mobiliser les fonds pour l'école guinéenne par la création d'une agence qu'on appelle l'ANAF. Et nous avons les 15% qui sont prélevés sur les revenus miniers qui sont attachés aussi à ANAFIC. Et au-delà de tout ça, nous avons des bailleurs qui s'investissent pour la construction des infrastructures. Malgré tout ça, la Guinée n'a pas pu dégager une charte nationale s'appuyant sur une cartographie en dégageant les lieux les plus prioritaires afin de construire des écoles. Le département reconnaît qu'il y a plus de 1000 et quelques écoles en hangar. Il y a combien d'écoles sans eau ni latrine? Plus de 5000 et quelques. Et des écoles qui tombent en lambeaux. Exactement. Hein. Et nous faisons face à une crise inédite, que je peux dire ainsi, parce que ça n'a jamais été aussi dur comme ça avec la contractuelle. Donc aujourd'hui, si vous dites que
Comment on peut évaluer les enfants qui sont dans les hangars avec des contractuels, ou même quand la dame tombe en situation de famille, ne pourrait plus assumer sa responsabilité. Ils sont une bonne centaine, ces enfants. Exactement, et que ces enfants sont évalués. Je dirais que nous faisons... En fait, ils sont légaux dans quoi? Ils sont tous guinéens, ils sont tous dans le même système, mais l'équité a quitté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé l'équilibre de conditions qui pouvaient leur permettre d'être au même niveau. Donc, merci beaucoup, M. Massaré. Je pense que vous avez terminé. En une seule la phrase m'a plu. Hein. L'équité a quitté, ça rime tellement bien. Exactement. Donc, en résumé, oui, soyons des bons Guinéens, essayons de mettre des politiques qui pourront se baser de la recherche, les résultats de la recherche scientifique. Oui. Parce que rien qu'une thèse ou de plusieurs thèses peuvent coordonner afin de dégager où se trouve le problème, et ces résultats de ces recherches-là pourraient nous faire sortir de la question de M. Mansari est importante. Oui. Quand il dit qui doit construire les écoles en Guinée, c'est l'État. Ça, c'est extrêmement. Maintenant, en Guinée, on sait que c'est l'État. Écoutez, mais en Guinée, je pense que nous avons des institutions. Il y a une confusion totale autour de qui doit construire les écoles en Guinée. Nous avons par exemple l'ANAF, le fameux. Nous avons Prodeg, nous avons, n'est-ce pas, la communauté, et nous avons l'ANAFIC. Mais on ne sait pas qui fait quoi dans le cadre de la construction des écoles. Il faut, n'est-ce pas, prendre des décisions allant dans le sens de l'harmonisation, n'est-ce pas, et des activités de ces différentes structures. Sinon, en principe, on a dit ici que l'ANAF est créé pour ne rien. Surtout que l'ANAF ne travaille pas en collaboration avec la communauté. Oui, mais l'ANAF, ça rassemble tous les 3 départements. Hein, et puis l'ANAF a vocation à trouver les financements et à l'ING. Mais la vérité maintenant, c'est que l'ANAF est créé. Mais alors que, selon le code de collectivité locale, les écoles doivent être construites par les maires. Donc en fait, il y a des confusions. En fait. On fait quoi avec l'argent de l'ANAFIC? Oui, mais l'ANAFIC est avec les maires. L'ANAFIC travaille, n'est-ce pas, avec le ministère de l'administration des territoires. Oui, parce qu'ils sont liés au MATD. Mais l'ANAF n'a rien à voir avec la communauté, n'a rien à voir avec le ministère de l'administration des territoires. L'ANAF regorge seulement 3 départements, à savoir l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et l'enseignement pré-universitaire. Mais pourquoi on confie la construction à l'ANAF quand on sait que, selon le code de collectivité locale, les écoles doivent être construites par, n'est-ce pas, les maires, par la communauté? Maintenant, il faut résoudre d'abord ce problème-là. Si on ne résout pas ce problème, je pense qu'on sera toujours confronté aux difficultés. Donc c'est une agence de plus. Oui, l'ANAF, ils ont fait une réunion dernièrement. Quelle est la question qu'ils ont posée? Comment avoir le financement? Comment avoir les moyens? Alors que, comme il a dit, les 15% là, c'est l'ANAF qui doit l'avoir. Mais ils veulent l'avoir. Ils ont créé la structure, mais ils ne savent pas comment absorber des fonds. Oui. Alors que les 15% là doivent être donnés à l'ANAFIC. Maintenant, ils veulent maintenant qu'on détourne ce montant-là, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte qu'on coupe le pont entre les sociétés minières et l'ANAFIC. On oriente les 15% vers l'ANAF, celui qui n'a pas encore une partie. C'est terrible, hein, c'est terrible. Oui, allons-y. Pire que ça, la région de l'Elouma qui est en train de débattre. La seule question que je pose, espérons qu'ils n'ont jamais bénéficié de revenus que versés au compte de l'ANAFIC, ou qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? C'est la grande question. Gros point d'interrogation. Voilà, Monsieur Vali, s'agissant de l'éducation à l'intérieur du pays, la problématique, elle est déjà identifiée, les problèmes sont identifiés, il suffit juste d'apporter des solutions. Et pour ranchérir un peu avec les propos de M. Mvali, pendant les vacances, j'étais à l'intérieur du pays, plus précisément à Sigiri. Étant enseignant, je me suis intéressé à certaines écoles, à des élèves, j'ai échangé avec eux, mais j'ai réalisé franchement qu'il y a une disparité entre ce que les élèves apprennent à Conakry et ce qu'eux, ils apprennent à Conakry. Mais c'est 2 mondes différents, hein, c'est 2 mondes totalement différents. Et pourtant, c'est le même programme. Vous avez parlé, par exemple, de l'équité, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une égalité de chance parce que lors des examens nationaux, ils sont évalués de la même façon, de la même manière, dans les mêmes matières. Quand vous prenez, par exemple, le baccalauréat qui est national, par exemple, à Conakry, on se bat tant mieux que peu pour dispenser convenablement les cours, mais à l'intérieur du pays, c'est tout à fait le contraire. Il a parlé, par exemple, des écoles hangars. Il y a parfois des risques qu'on court à ni étudiants. Pour établir un petit parallélisme, toujours quand j'étais à Sigiri, là, je ne vais pas parler d'école hangar, mais plutôt d'une mosquée hangar. Je suis allé prier. Mais tout d'un coup, je vois un reptile apparaître. J'ai sursauté. Donc, vous avez vu. Imaginez des enfants réunis dans une classe donnée et qu'un serpent surgisse. Ce n'est pas bien. Donc, il faudrait que l'État pense
à cet aspect-là pour construire des écoles dignes de nom, mais si l'État aussi ne le fait pas, parce que comme on le dit, l'État c'est toi, c'est moi, c'est nous, la communauté aussi peut se battre sans bien évidemment attendre l'État, ne serait-ce que construire des latrines et quelques écoles, voilà. Des sanitaires pour les voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle de un fait divers tragique dans le Sahel, c'est entre le Mali et le Burkina, ou Niger et le Burkina, où il y a eu un incendie dans une école hangar, où il y a eu des morts d'enfants d'ailleurs, des petits-enfants qui ont perdu la vie dans ces écoles-là. Alpha Amadouba, dernière intervention sur la question des écoles hangar. Tu voyages beaucoup, Alpha Amadouba, à l'intérieur du pays, où tu es un citadin, un citadin pur jus. C'est le genre citadin tout beau, tout chic. De temps à autre, oui. Je pense que... Je suis le seul villageois de Chili. Bon, moi aussi, hein, chaque vacances, je vais quand même au village. Hein. L'État, le plus souvent, c'est vrai que on nous parle parfois de manque de moyens et tout, mais je crois que le plus important d'abord, les petites écoles déjà qui existent déjà, il faudrait que l'État veille à faire en sorte que ces écoles-là déjà soient entièrement rénovées, entièrement équipées, que ces écoles-là soient dans de bonnes conditions. Ça, c'est un premier aspect. Et le second aspect, l'État devrait, dans sa politique sectorielle en matière, dans le domaine de l'éducation, l'État devrait faire en sorte qu'il y ait au-delà même, sans même parler même de l'ANAFIC et de ces institutions-là, qui sont en charge de financer la construction de certaines écoles. Mais il faudrait aussi que l'État se fixe un plan d'action vraiment concret, faire en sorte qu'au moins chaque année, qu'on puisse avoir une très bonne école. Donc il faut déjà imaginer qu'on avait un rehaussement du budget national par rapport à l'éducation, par exemple. Donc nous allons entamer le deuxième thème, le temps nous prend. Oui, une phrase. Voilà, une phrase si vous le voulez. L'autre problème c'est quoi? En fait, vous voyez à l'intérieur du pays, un seul enseignant qui peut dispenser français, histoire, géographie. Là aussi, c'est vraiment le problème. Et ce n'est pas bien. Et très souvent, même une seule matière n'est pas convenablement comprise par l'enseignant lorsqu'il doit enseigner 4-5 matières. Ah ben là, je dis que ce sont des génies à l'intérieur du pays. Mais nous allons poursuivre parce que l'éducation, ça nous plaît et on en parle. Nous allons donc entamer